Le grand décryptage ce soir sur l'Iran. Laurent Fabius s'est rendu à Téhéran aujourd'hui où il a remis une invitation à venir en France au président Rouhani. Une visite qui intervient quelques jours après la signature de l'accord historique sur le nucléaire. Pour en parler autour de cette table, Thierry Coville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, professeur également à Neuventia. Hervé Ganad, bonsoir, spécialiste de l'Iran. Et Georges Malbruno, bonsoir, journaliste au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Le contact entre Téhéran et Paris est désormais rétabli presque physiquement, j'ai envie de dire, avec ce voyage de Laurent Fabius. Comment est-ce qu'on peut désormais qualifier nos relations, ces relations franco-iraniennes ce soir? Qu'est-ce qui a changé depuis cette poignée de main que l'on voit à l'écran entre Laurent Fabius et Hassan Rouhani? Georges Malbruno. On assiste à un début de dégel, mais pas encore à une normalisation. La glace a été brisée, les relations étaient tendues entre l'Iran, accusé par la France probablement à juste raison d'avoir menti pour avoir la bombe, accusé de soutenir un certain nombre d'organisations au Moyen-Orient qui déstabilisent la région et l'Iran. Donc le contentieux nucléaire est réglé. Laurent Fabius avait aussi un passé, un petit traumatisme à l'égard de l'Iran. Le Premier ministre, lorsqu'il y avait les attentats en France dans les années 80, il avait un souvenir douloureux de cette époque. Le contentieux nucléaire est à peu près réglé. La France va rester très vigilante sur l'application de cet accord. Et puis, il y a encore les questions régionales, l'appui iranien à la Syrie, le Yémen. On va y venir, évidemment. Donc, voilà, dégel, mais pas de normalisation. Hervé Ganad, vous confirmez, ce n'est pas encore la franche cordialité. Non, c'est parce que, comme l'a dit Georges, il y a une problématique de collusion d'images. Il y avait des images négatives vis-à-vis de l'Iran, et pour cause pour le nucléaire. 19 000 centrifugeuses, un enrichissement à 20%, on se demande pourquoi. Et d'un autre côté, il y avait vis-à-vis des Iraniens une image assez négative de la France, qui était plutôt orientée pétromonarchie. Et donc, en fin de compte, c'est une collusion d'images ils apprennent à se connaître. Et donc, en fin de compte, ils vont s'apprendre à se connaître dans un contexte, je dirais, géopolitique à la fois tendu, comme l'a rappelé Georges, un contexte juridique avec les accords qui ont été signés, et puis un contexte économique, puisque c'est une ouverture sur 80 millions de personnes et 150 milliards de dollars à prendre. Voilà. Thierry Coville, Laurent Fabius est arrivé, l'accueil a été protocolaire, mais pas plus chaleureux que ça. Qu'est-ce qui était reproché à Laurent Fabius et à la France par les Iraniens? Oui, alors il y a plusieurs choses, mais surtout c'est la position très dure de la France dans la négociation sur le nucléaire. Ce qu'on entendait en Iran, c'est pourquoi la France a une position plus dure que les Américains. Je veux dire, la France est le pays le plus dur. Alors tout de suite, les Iraniens ont cherché pourquoi, et on lisait tous les jours dans la presse, c'était à cause de notre alliance avec l'Arabie Saoudite et Israël. Et donc, effectivement, non, mais c'était... On a été perçu comme étant plus pro-Israël que les Américains, très clair, et plus pro-monarchie du Golfe. Ah non, mais c'était évident. Je veux dire, pour les Iraniens, c'était très clair. L'explication, c'était ça. C'était notre proximité avec l'Arabie Saoudite, les pétromonarchies et Israël. Et donc... ça paraissait vraiment à contre-emploi. Il y avait vraiment beaucoup de questions. On disait que et si vous voulez, il y avait le sentiment également en Iran que on rendait l'Iran responsable de tous les maux dans la région et qu'il y avait vraiment deux poids, deux mesures entre notre attitude vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Si vous voulez, pour les Iraniens, c'est très clair. La menace stratégique de l'Iran, pour l'instant, maintenant, c'est Daesh, ce qui explique en partie le début de relations de normalisation avec les États-Unis. Bon. Pour eux, alors c'est leur perception, mais ils pensent que ces mouvements salafistes extrémistes ont été au début financés par les pétromonarchies. Alors quand ils voient la France dire à l'Iran « vous êtes le danger dans la région », vous pouvez comprendre qu'ils avaient des problèmes avec la position française. Les Allemands ont fait le voyage de Téhéran avant nous. C'est une petite punition de la part de Téhéran ? Non, l'Allemagne, contrairement à la France, elle est restée plutôt discrète sur le dossier nucléaire, tout en étant active. L'Allemagne, durant toutes ces années où l'Iran était sanctionné, a continué en catimini de faire du business avec l'Iran. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas justement vis-à-vis de l'Allemagne ces récriminations que les Iraniens ont à l'égard de la France. Et on a vu, moi j'étais à Téhéran lorsque le vice-chancelier est arrivé à Téhéran, justement,
quelques jours après la signature, avec une délégation de 65, 17, je crois, le 17 juillet, avec une délégation de 65 chefs d'entreprise, le ministre de l'économie, etc. Donc là, voilà, donc l'Allemagne n'a pas si vous voulez, à prouver un petit peu qu'elle doit reprendre langue, etc. Et les Allemands, dans le domaine automobile, dans le domaine industriel, vont être un concurrent extrêmement sérieux. Et puis les Allemands n'ont pas ce problème qu'on a en France, parce qu'on parle beaucoup business, les entreprises se ruent, etc. Très bien, mais les entreprises françaises, quand vous leur demandez l'Iran, très bien, mais les banques n'ouvrent pas de circuit bancaire pour financer nos investissements là-bas. Donc, s'il n'y a pas ces circuits bancaires, il n'y aura pas d'investissement français. Les banques allemandes, elles ne sont pas exposées aux représailles américaines, puis c'est ça le vrai problème. En France, les banques, la BNP, comme vous le savez, avaient été sévèrement pénalisées en 2014 par les États-Unis pour avoir violé les embargos. 9 milliards de dollars d'amende, c'était absolument rédhibitoire et dissuasif. Aujourd'hui, les banques françaises ne veulent pas prendre le risque. Donc, le problème, c'est que si dans les 6 mois qui viennent, il n'y a pas une réouverture de ces circuits bancaires, eh bien, lorsque les entreprises françaises retourneront en Iran après, la messe sera dite, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une ruée vers ce marché iranien qui est extrêmement prometteur. Puis les Allemands, excuse-moi, vas-y Thierry, les Allemands étaient présents depuis bien longtemps, donc ce sont des circuits économiques qui existent depuis longtemps. On parlait d'un accord historique et on a l'impression presque d'une visite, je ne vais pas dire en catimini, mais très low profile, hein. De Laurent Fabius aujourd'hui. Oui, mais si vous voulez, moi je pense que c'est bien joué d'être venu sans entreprise. Effectivement, comme ça a été dit. Laurent Fabius est allé sans chef d'entreprise. Oui, sans chef d'entreprise. Il va y avoir une délégation dans 2 semaines, sauf erreur. Mais aujourd'hui, Laurent Fabius est allé qu'avec des fonctionnaires. L'idée, on vient d'en parler, ça paraît comme ça, pas grand-chose, mais l'idée c'est d'ouvrir une nouvelle période. Voilà. Je veux dire, voilà, on sort d'une période compliquée, et je pense que du côté français, et je trouve que c'est très bien, parce que ça veut dire qu'on a quand même un peu changé d'avis sur l'Iran. Du côté iranien, c'est l'idée, voilà. Je ne dis pas qu'on oublie le passé, les Iraniens ne sont pas du genre à oublier le passé, mais je veux dire, on repart sur de nouvelles bases. Donc voilà, c'est une visite très importante de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Quelles sont les entreprises qui vont bénéficier le plus de cette ouverture? Toutes ou certaines en particulier? L'industrie pétrolière, évidemment? Il y aura Total, sans doute. Il y aura Total. Il y aura peut-être des avions longs, moyens courriers. Donc on pense à Airbus. Donc il y aura le duel Boeing-Airbus. On pense au métro. Mais là aussi, Siemens peut se positionner, les Allemands peuvent se positionner, l'agroalimentaire. Et puis, il y a un marché qu'on oublie, et Thierry, tu dois connaître, c'est le marché des business schools, car c'est un marché dans lequel il va s'ouvrir dans la mesure où l'économie iranienne est aussi détenue par les fondations et puis les Passes d'Aran, qui ont des sociétés cotées en bourse. Et le management... C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les Passes d'Aran? Les Passes d'Aran, c'est la milice et c'est les militaires du régime. Et donc, ils ont aussi des gardiens de la Révolution. Des gardiens de la Révolution. Ils ont aussi des sociétés et il va falloir adapter. Et ce sont eux qui détiennent l'économie aujourd'hui? Une partie quand même. Et les fondations. Et il va falloir les habituer au vrai management et pas management, corporatisme de copains. Et ça c'est... pardon, excuse-moi Georges. Ça, c'est à travailler. Et là, il y a un boulevard pour le management. D'un autre côté, j'en reviens pour la France. Il y a une énorme cote de sympathie aussi. Il faut rappeler quand même la France. Il y a une tradition historique. Il y a une attirance en Iran pour l'aspect des relations intellectuelles profondes, la culture française. La France était vue comme un pays indépendant qui n'a jamais colonisé l'Iran. Et sur le marché des business schools universités, il faut savoir, c'est que les présidents d'universités américaines, ils sont en train de faire la tournée en Iran pour renouer les relations avec l'université iranienne. Donc, à force d'être prudent, d'avoir un mauvais discours sur l'Iran, etc., je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de marchés nous passer sous le nez. Et ce serait dommage, on avait des relations profondes avec l'Iran, on laisse les Américains prendre les rênes d'un pays qui est quand même très central pour l'avenir du Moyen-Orient. Dans quel état est l'économie iranienne aujourd'hui? C'est une économie qui se développe, qui est en croissance, qui a des difficultés? Alors, si vous voulez, sur le plan des chiffres, il y a une récession sous les sanctions en 2012. Ça va un peu mieux sur Rouhani, mais le gros problème qui reste en Iran, c'est le chômage. L'activité n'est pas vraiment repartie pour limiter le taux de chômage. Le taux de chômage, en réalité, en Iran, est sans doute autour de 20%. C'est une catastrophe. Il y a beaucoup de jeunes diplômés iraniens qui ne trouvent pas de boulot, qui font des petits boulots. C'est une catastrophe sociale et éventuellement politique. Donc, il faut absolument qu'avec la fin des sanctions, et ça, c'est un enjeu, c'est pas la fin des sanctions qui va résoudre tous les problèmes, que le gouvernement de Rouhani crée des vrais emplois pour ces jeunes. C'est ça vraiment l'enjeu de demain pour lui. C'est l'enjeu de demain? Il y a un enjeu de croissance, de stabilité sociale. Et je crois que c'est comme ça qu'il y aura une stabilité politique, au fond. Georges Malbruno, c'est un pays qui va se stabiliser avec la croissance que peut apporter cette levée d'embargo. Il y a déjà un grand espoir de la part de la population qui va se reconnecter avec le monde. Et puis, il y a effectivement l'espoir de cette
pour cette population d'avoir une meilleure qualité de vie. Voilà, il y a aussi des craintes quand même que cet accord ne va pas, et les conséquences, ça ne va pas libéraliser ce régime qui est quand même un régime sévère, un régime semi-dictatorial parfois. Et donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Demain, ça ne va pas être la liberté totale en Iran, pas du tout. Au contraire, c'est un accord sur le nucléaire, mais qui n'entraîne pas une libéralisation. Donc, mais à travers ça, l'Iran, eh bien, retrouve une place et puis, effectivement, retrouve des relations apaisées, notamment avec les Américains. C'est quand même le grand tournant. Les Américains dans le domaine du business, Boeing et d'autres, parce qu'en plus, tous ces messieurs qu'on voit, les Iraniens, le directeur de cabinet de Hassan Rouhani, M. Nahavandian, a une green card américaine. Oui, Zarif, le ministre des Affaires étrangères, a vécu 20 ans là-bas. Oui. Salehi, le patron de l'organisation nucléaire, diplômé du MIT, sont des gens très orientés Amérique. Et donc, pour contourner l'obstacle du Congrès sur la levée des sanctions, je pense qu'il va y avoir un gros volet de business qui va être fait avec les États-Unis. Et donc, la diaspora iranienne aux États-Unis. La diaspora iranienne aux États-Unis va réinvestir beaucoup en Iran. Et donc, on parlait des concurrents, il y aura les Allemands, il y aura les Italiens, les Espagnols, mais les Américains également. Et puis, vous savez, la société iranienne est une société, y compris d'ailleurs les dirigeants. Un ancien ambassadeur d'Iran à Paris, Sader Karazi, me disait un jour, nous sommes des ennemis virtuels avec les Américains. Il y avait un peu de vrai, ça. Il y a effectivement beaucoup d'animosité, le passé est lourd, mais il y a aussi une fascination. La jeunesse iranienne est très pro-américaine. Hein, et donc les Américains, même si avec le guide, il n'y aura pas de rapprochement, il n'y aura pas de réouverture des ambassades demain, mais il va y avoir quand même un souffle et un rapprochement. Un rapprochement. L'Iran, par ailleurs, là sur un plan plus géostratégique, défend le régime de Bachar el-Assad. Dans quelle mesure est-ce que ce rapprochement avec Téhéran, cet accord sur le nucléaire, peut nous aider à combattre l'État islamique ? Parce que c'est un ennemi commun et parce que les Américains ont compris que l'aide que leur apportent aujourd'hui les monarchies du Golfe est une aide quand même un petit peu sujette à caution et que par conséquent ceux qui sont capables de lutter contre... C'est-à-dire parce que ambigu parce que comme le disait Thierry, il y a eu du financement privé, etc. Parce que je pense, excuse-moi, mais disons les choses, même dans les populations des pays de soi-disant nos amis du Golfe, heureusement qu'il n'y a pas d'élection sur, je veux dire, il y aura des partis proches de Al-Qaïda, où, je veux dire, on serait effaré des résultats. Donc, je veux dire, c'est bon. On ne sait pas trop, mais je veux dire, il y a une sympathie entre un wahhabisme quand même prôné en Arabie Saoudite. C'est quand même pas très loin sur le plan de. Écoutez, disons les choses comme elles sont. Quand je vois notre ministre des Affaires étrangères, je suis très content qu'il soit allé en Iran. Il nous parle de défendre la tolérance religieuse. Bon, vous savez très bien qu'en Arabie Saoudite, on ne peut pas pratiquer une autre religion. En Iran, on peut. Oui. Il y a des religions qui sont pourchassées, mais les religions du livre sont tolérées en Iran. Vous discutez avec la société iranienne, et je pense que c'est ça aussi, je veux dire, c'est pas que militaire la lutte contre Daesh, c'est sur les valeurs aussi. La société iranienne, et il faudrait qu'on s'en rappelle, je veux dire qu'on arrête de nous parler de nos alliances avec les pétromonarchies du Golfe. Moi, je fais une enquête sur la société iranienne. On parle de quoi? Et de la société profonde iranienne, la classe moyenne. Ils sont pour la tolérance religieuse, ils sont pour l'égalité homme-femme, ils veulent que les femmes fassent des études, ils veulent que la compétence soit la valeur qui compte. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit, ça ne m'intéresse pas les gens qui soient juifs, musulmans ou chrétiens, je veux des gens donc compétents dans mon entreprise. Bon, c'est ça qui peut nous protéger contre Daesh, si vous voulez. Et moi, je suis vraiment effaré de ce discours sur une alliance soi-disant avec les pays de pétromonarchie. Quid des sociétés civiles? C'est ça qui est important, les valeurs, si vous voulez. Et je pense que l'Iran, c'est pas l'Arabie Saoudite. Ah non, pas du tout. Vous avez des synagogues en Iran, vous avez des églises. Il y a 17 000 juifs en Iran. C'est l'une des plus vieilles populations juives. L'alliance avec la Syrie date de la guerre avec l'Irak. C'est des alaouites, c'est des chiites. Et donc c'est un régime qui est défendu par Téhéran et puis appuyé d'une part aussi par le Hezbollah. Donc c'est une sorte de clé, c'est la clé chiite, c'est presque un arc chiite. Donc il ne va pas être facile de l'enlever. Et au contraire, je pense que les sales besognes vont être faites, et elles sont déjà faites, en Irak par les Pasdaran et puis sans doute peut-être un jour par le Hezbollah. Il y a un pays dont on n'a pas parlé, c'est Israël. Est-ce que les Israéliens ont raison de s'inquiéter, Georges Malbruno?
ils exagèrent la menace iranienne en matière nucléaire, parce que les Iraniens sont tous sauf suicidaires, donc ils ne vont pas aller lancer une bombe, si tant est qu'ils en aient une, contre Israël. Simplement, c'est vrai qu'avec cet accord, les milliards de dollars qui vont revenir dans l'économie iranienne, l'Iran, même s'il va en consacrer beaucoup justement à la relance de l'économie, va aussi aider ces relais au Moyen-Orient, parmi lesquels le plus important, c'est le Hezbollah. Et donc, pour Israël, la menace première, c'est le Hezbollah. Donc, c'est à travers ça qu'il y a l'opposition. Mais là, je pense que les Israéliens n'ont pas proposé, comme l'a dit Barack Obama, d'alternative à cet accord. C'était la bombe, il fallait bombarder, etc. Donc là, on est dans une espèce de, pas de paranoïa, parce qu'ils ont quelques raisons d'être inquiets, effectivement, que le Hezbollah, ait encore plus d'armement, il en a déjà beaucoup, et de l'argent, et donc représente une menace accrue pour Israël. Hervé Ganad, le mot de la fin. Merci. Non, pour ce qui est d'Israël, je crois qu'en fin de compte, je pense que le gouvernement israélien, Netanyahou, pense que cet accord peut affaiblir Israël, et un État israélien fait peut ramener à la fois de l'antisémitisme et du terrorisme. Et je pense que la négociation va avoir lieu obligatoirement, puisque Israël se doit au fond de faire la paix. Il voit que le centre arabe hostile va devenir un centre de proche paix, puisque la périphérie asiatique est en train de changer suivant la doctrine de M. Ben Gourion. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour ce grand décryptage passionnant. Merci Thierry Coville, merci Hervé Ganad et merci Georges Malbruno. Il est 23h. Dans un instant, c'est le duel avec ce soir Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico face à Éric Descouty, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Mais tout de suite, c'est l'essentiel de l'actualité avec vous, Aurélie Casse. On va commencer avec la situation